Ça vous donne une idée, vraiment, c'est réalisé sans trucage. J'ai juste... Ah, attendez, ça recommence. C'est juste pour que vous compreniez bien la posture et si on avait le temps d'analyser le discours à la fois des agriculteurs, mais aussi des journalistes, c'est vraiment très intéressant parce que la journaliste, la voix off, répète des trucs sans rien vérifier. Les gens mélangent, quand les gens disent il y a des solutions aux États-Unis, ils font ci, ils font ça, on ne parle pas de la même espèce. Enfin, vous allez voir qu'on a énormément de lieux communs, d'idées toutes faites, de choses approximatives et d'idéologies. Et quand vous faites la somme de la méconnaissance des problèmes, d'une détresse qui est véritable, et que vous avez en plus des gens derrière qui mettent de l'huile sur le feu, ça fait vite une solution explosive. Je vous ai mis quelques photos pour vous montrer. Voilà, une manifestation à la préfecture. Vous voyez des relations très, très tendues entre les gens de l'environnement et les gens de l'agriculture. Vous voyez une réunion, dans cette réunion-là, dans cette réunion-là, à Allanche, il y avait 300 agriculteurs à l'extérieur et nous, on était 50 à l'intérieur. Donc, je vous dis, avec la gendarmerie tout autour, les renseignements généraux, enfin, c'était quand même pas cool, quoi. Et donc, ça, c'était il y a 2 ans. Et la situation conflictuelle, pourquoi on a un tel conflit alors que c'est mignon comme tout, les campagnols, ça ressemble un peu à un hamster. Première des choses, on a eu en 2014-2015 une énorme pullulation sur des zones géographiques concentrées, mais suffisamment grandes, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'un département, couplé à une très forte sécheresse printanière de 2015, donc pas d'herbe qui pousse, et le peu qui pousse, les campagnols qui la mangent, et d'autres facteurs qui sont arrivés en même temps. La baisse du prix du lait, on est en zone laitière, baisse du prix du lait, augmentation des intrants, les céréales étaient très très chères, des maladies qui arrivent, entre autres la FCO, qui fait que les éleveurs n'ont plus le droit de vendre leurs animaux, donc des agriculteurs dans une situation économique véritablement difficile. Le deuxième problème, c'est que les pullulations, enfin les espèces, ce qu'on appelle les organismes nuisibles, ces questions-là sont traitées maintenant, ont été transférées à la profession agricole en 2008. Avant, c'était du rôle de l'État, c'était le service de la protection des végétaux qui s'occupait de ça. Et aujourd'hui, c'est les organismes agricoles, et donc il y a des organismes départementaux qui s'appellent les FDGDON, Fédération départementale des groupes de défense contre les organismes nuisibles, qui a en charge la surveillance et le conseil, mais l'État a transféré la compétence à des organismes, mais n'a pas transféré les moyens qui vont avec. Donc, depuis 2008, les crédits se sont dégradés au fur et à mesure, et les professionnels n'ont pas su mobiliser les financements pour pouvoir se maintenir. Donc, peu de techniciens sur le terrain, donc des agriculteurs qui n'ont plus de contact direct avec des gens qui pouvaient les aider à trouver des solutions. Plus d'observations systématiques, donc ces pullulations, je vous expliquerai en détail, mais ces pullulations, en fait, elles sont cycliques, mais il y a de grandes périodes pendant lesquelles on ne voit pas ces espèces-là, donc si vous n'avez pas de suivi du démarrage, vous êtes dépassé par les événements, et puis une méconnaissance du phénomène que ce petit reportage traduit vraiment. Vous allez voir que c'est un phénomène qui est complexe, donc c'est logique que les gens aient du mal à l'appréhender, mais quand vous combinez de la détresse, de l'absence de médiation, de l'absence de connaissances, et ben vous avez un truc qui explose, quoi. Et puis, ce problème a été géré sur un plan politique au sens large, de manière, je la qualifie d'inadaptée parce que je suis poli, mais je pourrais utiliser des termes plus violents. Les gens en charge, enfin, c'est-à-dire les élus professionnels et les élus locaux, connaissent pas du tout la question, n'ont pas de contact avec les organismes scientifiques qui travaillent dessus, donc deviennent les vecteurs de toutes les idées reçues et se sont trouvés du coup face à un collectif spontané qui s'est créé à la suite de ces pullulations, qui a créé une page Facebook, et il y a 1280 followers de cette page Facebook. Je vous ai mis quelques extraits tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc ce collectif a secoué le cocotier et s'est invité dans toutes les sphères de négociation en tapant du poing sur la table et en disant c'est pas vrai, le produit vous l'avez, mais vous ne voulez pas nous le donner parce que les écolos, parce que vous êtes à la solde du grand capital, parce que, enfin,
On en a un catalogue comme ça assez intéressant d'arguments. Et puis l'administration centrale ayant été dépossédée de cette compétence-là n'a pas pu prendre le relais, et puis voilà. Et puis pas de dialogue entre les politiques, les techniciens, les agriculteurs, les chercheurs. Et donc tout ça a généré énormément de défiance. Vous savez, la première réunion qu'on a faite là, entre deux allées de gendarmes, il y a un professionnel agricole qui nous a dit, donc j'étais avec le président du centre INRA de la région, on était les deux seuls chercheurs à être venus, et on nous a dit, bon les gars, là, les chercheurs, il est temps que vous remuiez votre gros cul, comme ça, hein. Il est temps que vous remuiez votre gros cul pour faire quelque chose, parce que depuis que ça dure, vous pourriez quand même faire quelque chose pour nous. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur le sujet, hein. Donc si vous voulez, vous voyez le début des relations, c'était très très violent. Et très violent parce qu'en plus, le campagnol, à cause de cette détresse, est devenu un objet politique. C'est-à-dire que vous avez une députée, je ne vous ai pas mis les extraits au Parlement, parce que ça aussi c'est grandiose, mais on n'a pas le temps, mais vous avez une députée écologiste qui est arrivée quand elle a été élue, qui a dit « personne n'a rien fait, moi je vais m'occuper de ça ». Et puis évidemment elle a fait comme les autres, et donc tout ce qui était mesure alternative a été assimilé à politique. En gros, si vous voulez, les pièges, les méthodes de piégeage sont écologistes, la bromadiolone et FNSEA. Enfin, toutes les méthodes sont étiquetées. Donc après, on ne peut plus travailler, quoi, parce que si vous voulez, on est un peu dans des débats, comme vous avez dû entendre, sur les vaccins, sur ces choses comme ça, où ça a tellement pris une forme générique qu'on ne discute plus de est-ce que telle chose marche à tel endroit quand on l'applique de telle façon, mais c'est si je suis de tel bord, je ne peux pas être favorable à cette méthode. Vous voyez, l'agriculteur qui vous dit non mais c'est pas vrai, les milans, les rapaces, ça ne peut pas régler le problème. Ben oui, parce que quand on est à la FNSEA, on ne peut pas dire que les milans, ça peut, parce que l'élu écolo qui a dégommé le député d'avant a dit que les rapaces c'était bien. Donc si vous n'êtes pas du côté des écolos, les rapaces c'est mal. Vous voyez. Donc, pendant ce temps, le campagnol prolifère, hein. Et donc tous ces éléments-là font que c'était vraiment très, très, très violent. Et donc, ce qui a été, parce que des pullulations, il y en a depuis la fin des années 70, et en 2015, c'était vraiment quelque chose de très spécifique à cause de l'émergence de ce collectif qui a vraiment secoué. Moi, je leur ai dit, je les remercie parce que pendant des années, pour avoir, moi, on m'appelait Monsieur Campagnol. Vous voyez, chaque fois que j'allais voir les financeurs, on disait ah, tu vas encore nous parler des rats. Et ça faisait mourir de rire. Il y a un conseiller général, pareil, il parlait tout le temps des campagnols. Ça faisait tout le monde à l'Assemblée départementale se tapait du ah, il va encore nous parler de ses campagnols. Allez, retourne dans tes champs. Enfin, vraiment désagréable. Puis quand le collectif est arrivé, je peux vous dire que ça a secoué le cocotier parce que eux, ils y sont allés plein pot. Et ils ont dit maintenant, nous, on veut des moyens, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, les arguments qu'ils ont utilisés n'étaient pas bons, les solutions qu'ils veulent, elles ne sont pas bonnes. Vous avez quand même dans le collectif des gens qui ont été cherchés de Salmonella enteritidis, typhoïde, hein, qu'ils ont acheté en Espagne de manière illégale, importation illégale depuis Cuba, pour en balancer dans les champs, quoi. Et quand vous savez que le problème qu'est la salmonelle dans les élevages qui font du Saint-Nectaire, avoir expérimenté ça, heureusement que ça n'a pas marché, parce que franchement... Donc si vous voulez, ils n'avaient pas les bonnes bases, ils n'avaient pas les bonnes solutions, mais ils ont tapé du poing sur la table, et ça c'est vraiment très intéressant. Et le deuxième point qui est vraiment aussi fondamental et qui fait vraiment le lien avec l'objectif de ce cours, c'est la défiance vis-à-vis de la science. Moi, ça va faire quand même 35 ans que je bosse. C'est la première fois que je me fais interpeller sur ce que vous dites, c'est pas vrai. Comme ça. Vous avez l'ancien président de la FRG, la Fédération régionale des groupements de défense. On disait, on a démontré scientifiquement, c'est pas moi, c'est Giraudoux et Delattre qui ont démontré ça il y a 20 ans, que les pullulations sont corrélées à la structure du paysage. Plus le paysage il est homogène, avec de la prairie permanente, sans fragmentation, plus le risque de pullulation est élevé. En gros, si vous avez plus de 85% de la SAU qui est en prairie permanente, vous êtes à peu près sûr d'avoir des pullulations de campagnols. Et bien, vous avez quand même le président de la Fédération régionale de défense, donc qui est l'organisme mandaté par l'État pour organiser la lutte, qui dit « c'est pas vrai ». On dit « putain, ça a été publié quand même, en plus dans une bonne revue, je ne sais plus quoi, avec Acta Ecologica ou je ne sais pas quoi, Pacte Facteur époustouflant, c'est pas vrai ». Ah bon, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Regardez, j'ai une photo, c'est une parcelle où il y a des haies, il y a des campagnols, c'est la preuve que ce que vous dites, c'est faux. Vous voyez le débat quand on démarre comme ça, quoi.
Et donc cette défiance, c'est très difficile parce que vous êtes dans une logique, je fais des hypothèses, je mets en place un protocole, j'obtiens des résultats, je les discute, je les publie, si je suis publié, c'est que c'est vrai. C'est ça la base de la démarche scientifique. Et l'autre, il vous dit, regardez, ce n'est pas vrai. Donc on n'est pas dans la même chose. D'un côté, on démontre, de l'autre côté, on a une intuition. Et donc, pour renouer le dialogue, la question n'est pas de savoir s'il a raison ou s'il a tort, le gars, parce qu'on peut avoir scientifiquement raison et socialement tort. Mais si on a socialement tort, on ne peut rien faire. Donc la question, c'est comment on renoue le débat. Et ça nous a pris 1 an et demi, quoi, pour arriver à renouer le débat et à ramener les gens autour de la table pour discuter comme il faut. Et la seule solution pour sortir de ce merdier, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'était de dire on ne parle pas du campagnol, on ne parle pas des paysans, on ne parle pas des élus, parce que c'est trop simple si vous voulez. Les écolos sont des emmerdeurs, les élus sont des incapables, les agriculteurs sont des pollueurs, les chasseurs sont des assassins, et vous êtes tous des cons. Alors ça, c'est super pour faire du spectacle, mais pour trouver des solutions chez monsieur machin qui a 1000 campagnols à l'hectare et qui du coup a 20% de son autonomie fourragère d'assurer, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc pour trouver des solutions, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a, où, comment, qu'est-ce qu'on a comme facteurs qui permettent d'expliquer ça, qu'est-ce qu'on a comme piste pour essayer de trouver des solutions, et donc ça veut dire revenir au processus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, sur des parcelles qui se touchent, il y a des campagnols qui se développent et qu'envahissent tout. Voilà, c'est ça la base. Mais pour pouvoir traiter de ça, il faut intégrer toutes les dimensions sociales et anthropologiques dont je vous ai parlé. Voilà. Et parce que le campagnol, en plus de tout, des phénomènes comme ça de pullulation, vous pouvez prendre les criquets à Madagascar, c'est la même chose. Hein. Mais ce qui est très puissant dans ce territoire avec le campagnol, c'est que ça renvoie à un rapport à la nature. Pourquoi ? Parce que le nom latin du campagnol, c'est Arvicola terrestris, c'est mignon Arvicola, hein, terrestris, vous voyez, mais le nom local, c'est rat au pied. Et dans rat au pied, il y a rat. Et derrière le rat, il y a toute la mythologie, enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y a tout le non-dit autour du rat. Et donc, à partir de là, parce que c'est le rat, ça renvoie à ces dimensions, fléau divin, la peste, le choléra, machin bidule. Et puis, le problème de l'invasion d'une espèce souterraine qui, à un moment donné, sort de terre, c'est l'intrusion du sauvage dans la sphère du domestique. Et donc, le rapport qu'ont les agriculteurs à la nature, le rapport qu'ils ont à ce qu'ils ne contrôlent pas, est totalement caché, mais c'est le vrai moteur des réactions épidermiques qu'il y a. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est pas de dire ils sont cons, ils ont tort, c'est pas notre problème. Quand je dis nous, c'est en tant qu'agronome, en tant que personne sur le terrain. La question, c'est comment on fait avec ça, comment on compose avec ça. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Baptiste Morisot qui s'appelle « La nouvelle diplomatie ». Il a travaillé sur le loup, c'est la même chose avec le loup. C'est un philosophe, il propose une façon de voir qui est très intéressante. Il dit il faut arrêter de considérer le loup comme un sauvage qu'on va domestiquer, il faut composer avec le loup, parce que le loup est suffisamment intelligent, il est plus fort que nous, et donc il faut faire avec lui. Faire avec lui, ça veut dire fabriquer un espace qui dit au loup t'as pas ta place ici. Et avec le campagnol, c'est un peu la même chose, c'est fabriquer une relation au campagnol qui ne le nie pas. Les premières discussions qu'on a eues avec les agriculteurs, c'était on veut éradiquer. Le campagnol nous pose problème, c'est pas compliqué, on veut éradiquer le problème. Mais éradiquer le problème pour les agriculteurs, c'était on veut éradiquer le rat. Mais éradiquer le rat, c'est très très compliqué. Alors, juste pour vous donner, voilà, j'ai pris ça sur le site Facebook. Vous voyez, alors je peux vous dire que question créativité, ils y sont allés fort. Hein. Ils y sont allés très très fort. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon intervention pour en finir avec le ras-le-bol des paysans, parce que aux élections régionales de 2014, il y a une commune, ils ont voté ras-le-bol à 98%. Bon, c'est une petite commune, mais ils ont voté ras-le-bol et donc ils ont filmé le dépouillement, où vous voyez tous les bulletins, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, bravo les élus, rats protégés, paysans en danger, bienvenue au paradis. Là, c'était à la fête de l'Estive à Allanche, donc il y a eu vraiment une manifestation pour promouvoir l'élevage de montagne et tout ça. Ils étaient là avec, enfin bon, très, très violent, très, très violent. Ça, c'est pour moi, je ne veux pas dire, il n'y a pas de jugement. Vous avez là une image de la détresse. Et c'est vraiment très important de commencer par prendre le problème par ce côté de détresse. C'est-à-dire vous avez affaire à des gens qui sont dans une situation où
ou c'est l'affectif qui domine. Pour vous donner un exemple, moi je leur ai dit plusieurs fois, je leur ai dit, parce qu'ils voulaient vraiment pousser l'État à prendre une autorisation pour balancer Salmonella enteritidis. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Et moi je leur ai dit, et ils disaient pourquoi vous ne voulez pas? Je leur ai dit parce que moi en tant que chercheur, je peux vous dire que Salmonella enteritidis, si vous le balancez dans la nature, ça va vous faire plus de... 1, on a la preuve que ça ne marche pas sur le campagnol, 2, c'est interdit par l'OMS, 3, ça va vous faire des problèmes énormes parce que quand bien même cette souche n'est pas pathogène pour votre bétail, le mode de contrôle de salmonelle dans les étables, ce n'est pas de savoir si la souche est pathogène ou pas, c'est si vous avez des salmonelles, c'est terminé pour vous. Et donc quand vous avez mis des salmonelles dans une étape, c'est fini. Vous n'arrivez plus à vous en dépêtrer et vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus vendre vos bêtes, vous ne pouvez plus vendre votre lait, vous ne pouvez plus vendre votre fromage. Donc allez promouvoir, disséminer de salmonella partout, d'autant que l'Institut Pasteur l'a fait dans les années 20 et qu'ils ont arrêté le jour où le premier applicateur est mort de la typhoïde. Donc si vous voulez, on joue avec le feu, quoi. Et donc moi je leur ai dit, vous me faites penser à des gens qui sont au 5e étage d'un immeuble qui brûle et qui veulent sauter par la fenêtre. Ben, on ne verra jamais un pompier leur dire « sautez, vous avez raison, le feu arrive, sautez ». Il vous dira de sauter s'il y a un tapis en bas pour vous recevoir. Et donc nous, en tant que chercheurs, on n'a pas le droit de cautionner des choses dont on a la preuve que scientifiquement, elles ne vont pas produire le résultat, même si les gens ils veulent quelque chose, parce que faire quelque chose, c'est un peu... c'est un acte chamanique. Hein. Faire quelque chose, c'est avoir l'impression d'avoir pris sur un phénomène qui vous dépasse. Voilà. Mais il faut vraiment l'avoir en tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Essayons de revenir aux faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Mais on oublie la partie sociale et anthropologique et on y reviendra après. Le campagnol, c'est un vrai problème pour l'agriculture de montagne. Là, je vous ai mis une parcelle de prairie, vous voyez, dans le Jura. Normalement, là-dedans, vous avez de l'herbe. Là, vous voyez, il n'y a plus d'herbe, il n'y a que de la terre. Cherchez là, l'herbe, il n'y en a plus. Là, il y a 1000 campagnols à l'hectare, ça c'est une photo de 2004, je crois, parce qu'il n'y en a pas que en Auvergne. Donc, quand vous avez toute votre exploitation qui est comme ça, 1, vous n'avez plus d'herbe, 2, vous avez de la terre, donc la terre, vous allez la retrouver après dans le peu de fourrage que vous allez récolter, vous allez trouver des butyriques dans le lait, donc dès que vous faites du lait et du fromage, ça c'est une catastrophe. D'accord ? Donc, qu'est-ce que le campagnol il fait vis-à-vis du système de production? Première chose, il fait baisser le rendement. Alors, le campagnol est une espèce herbivore, donc elle bouffe des feuilles et des racines, essentiellement des racines, mais aussi des feuilles. Donc, elle est en concurrence directe avec vos vaches. En gros, vous avez une pullulation sur une parcelle qui est bien envahie, il y a plus de 500 campagnols à l'hectare, vous avez au minimum 50% de baisse de fourrage. Alors, évidemment, si vous avez un printemps pourri, ben, la croissance de l'herbe va compenser en partie la consommation par les campagnols. A l'inverse, si vous avez une sécheresse printanière, comme c'était le cas en 2015, là, vous pouvez tomber à 80% de perte. Donc, d'une part, vous perdez en quantité, mais vous perdez aussi en qualité. Parce que le campagnol, mangeant les racines succulentes, en fait, il va sélectionner des espèces qui sont moins bonnes sur le plan alimentaire. Et puis, donc, vous allez avoir moins d'herbe, de moins bonne qualité, moins nutritive, et en plus, vous allez avoir de la terre dans les fourrages. Donc, si vous avez de la terre dans les fourrages, vous allez le retrouver dans le lait, vous allez avoir des problèmes sanitaires, donc vous êtes dans le bazar. Donc, si vous avez trop de campagnols, vous allez aussi avoir des problèmes de pâturage. Donc, si vous avez des problèmes de pâturage, vous allez avoir des parcelles. Il y a certaines parcelles sur des sols légers, les vaches, elles s'enfoncent carrément. Donc, vous pouvez même avoir des boiteries, vous pouvez avoir des trucs comme ça. Vous êtes obligé de complémenter. Et puis, quand les campagnols vont partir, votre prairie, il va falloir la régénérer. Et puis, évidemment, en termes de production, vous allez avoir une baisse de taux. Ben, ça, c'est sûr, il y a moins de qualité, donc il y a moins de lait, et de moins bonne qualité. Vous allez avoir des butyriques dans le lait, ça c'est un vrai bazar, parce que vous savez, le lait il est payé à la qualité, donc les germes, les butyriques, ça vous fait tomber, je ne sais plus combien, 10 ou 15% du prix, quoi, donc c'est quand même pas cool. Et puis vos vaches, quand vous faites de la terre, elles vont avoir des problèmes sanitaires, et puis comme elles n'ont pas assez à manger, elles vont avoir des problèmes de repros, et donc vous allez être obligé de faire venir le véto, donc ça augmente encore les charges. Voilà. Et puis, même sur le plan de la santé humaine, la poussière dans les fourrages est très très embêtante parce que quand vous allez faner, vous allez respirer ça et vous avez 9 chances sur 10 de ramasser la maladie du poumon de fermier, c'est-à-dire des champignons qui se développent dans vos poumons. Après, vous êtes vidé pendant 3 ans, c'est une abomination. Et si vous avez encore plus de chance,
comme le campagnol, il est porteur de l'échinococcose alvéolaire, qui est un petit ténia qui se planque, le campagnol est porteur sain, il est bouffé par les renards, par les chiens, les chats, puis après le ténia, il va faire sortir ses œufs, et puis si vous avez votre chien qui se lèche le trou de balle, puis qu'après il vient vous faire un gros bisou, bah, vous ramassez une échinococcose alvéolaire, ça se met dans le foie, puis vous mourrez au bout de 10 ans avec une cirrhose, et sans en avoir bu un verre d'alcool, donc c'est quand même super cool, quoi. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, une petite bête comme ça, qui a l'air toute gentille, toute mignonne, elle déstabilise complètement le système d'exploitation à tous les niveaux. Donc, j'ai essayé de vous représenter schématiquement ce que c'est qu'une exploitation vue en termes de système, vous avez dû voir ça en cours, hein. Donc des bâtiments, un exploitant, des bâtiments, des animaux, des surfaces, et tout ça est imbriqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre campagnol là? Première chose, donc vous avez vu, il va jouer sur les surfaces en baissant la production et la qualité. Ça va se répercuter immédiatement, puisque les vaches, c'est des machines à transformer l'énergie solaire en produit. Hein. Donc ça va se voir directement, pouf, plus de lait, donc de la baisse de qualité, voire de l'impossibilité de vendre. Évidemment, du coup, vous êtes obligé d'acheter, parce que vos boîtes en lait, hein, dès que vous n'avez pas assez à manger, sa production chute. Si vous voulez garder votre quota, il faut absolument que vous leur donniez à manger. Donc vous allez acheter des fourrages, et comme vous n'êtes pas le seul à acheter des fourrages, les prix du fourrage augmentent, et donc vous êtes dans la merde. Ensuite, vos animaux, ils vont souffrir. Donc comme ils vont souffrir, ça va amener à des soins vétérinaires. Donc ça va avoir... Alors en plus, c'est anecdotique par rapport à tout le reste. Comme les campagnols, ils grattent, il faut remonter les cailloux. Donc quand vous fanez, vous usez vos couteaux. En gros, vos couteaux durent 5 fois moins longtemps quand vous fauchez qu'il y a des campagnols que quand c'est normal. Ça peut même balancer des cailloux. Il y a un agriculteur qui m'a raconté qu'un jour, il était en train de faner. Il avait garé l'autre tracteur pour endainer. Et puis il s'est pris un caillou avec la toupie, avec la pirouette. Il s'est pris un caillou dans son pare-brise. Ça lui a pété son pare-brise. Donc voilà, c'est anecdotique, mais ça en rajoute une couche. Et puis, évidemment, la répercussion immédiate, c'est sur le revenu. Hein. Je ne vous ai pas mis la diapo là, mais on a fait des simulations. C'est très dur de mesurer l'impact économique du campagnol. L'agriculteur dans le film qui le disait, et c'est vrai, hein, c'est très dur parce qu'il faudrait faire toutes choses égales par ailleurs, et il n'y a jamais toutes choses égales par ailleurs. Donc on a du mal à faire la part entre les conséquences des pullulations et l'impact économique. Donc on a fait par simulation à partir de modèles de Franche-Comté. C'est en gros 15 000 à 20 000 euros de perte par EBE, par unité de travail. Donc ça vous donne une idée quand même, hein, de l'impact sur des fermes qui sont à, je sais pas, 40 000, 50 000 de BE par individu, par unité de main-d'œuvre. Donc vous voyez, c'est 20%, quoi. C'est des exploits qui sont juste limite, elles plongent vraiment. Hein. Et puis, tout ça est très anxiogène. Et donc ça va aussi avoir des répercussions sur les agriculteurs. On peut pas, si vous voulez, si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre les réactions que je vous ai présentées tout à l'heure et on les trouve insupportables. Une fois qu'on a compris ça, les réactions, elles sont tout à fait normales, quoi. D'accord ? Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs ? Ils décapitalisent, ils empruntent, voilà, donc ça n'aide pas. Alors, ce phénomène de la pullulation, il est géographique aussi, d'accord ? Donc il a commencé en Franche-Comté et en Auvergne il y a une trentaine d'années, et maintenant il touche de nombreuses régions. Voilà une petite carte pour vous montrer, et il y a encore des départements qui ont été affectés récemment. Donc en rouge, vous avez les communes, les départements dans lesquels vous avez des pullulations fréquentes et régulières. Donc en gros, Massif central nord et Jura, le massif du Jura, c'est-à-dire la Franche-Comté et le département de l'Ain. Ensuite, vous avez des zones qui sont en orange, qui sont des zones où il y a des pullulations il y a des pullulations, mais plutôt clairsemées, moins systématiques. C'est les Pyrénées et c'est les Alpes du Nord essentiellement. Puis après, vous avez des zones en jaune qui sont des pullulations dans d'autres systèmes, en particulier les vergers. Et puis vous avez en vert des départements où les pullulations sont arrivées très récemment, en Bourgogne en particulier en 2011-2012. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a vraiment un impact géographique très très fort et une logique. Pendant longtemps, on nous a dit, quand on allait chercher des financements, demander localement, c'est un problème local. Moi je suis désolé, mais un problème qui touche autant de départements, c'est plus un problème local. Bon, la question, c'est que personne ne veut payer. Hein. Donc aujourd'hui, pour arriver à... C'est pour ça que le collectif, moi je les remercie grandement parce que ils ont tellement tapé du poing sur la table, ils ont tellement été violents, ils ont tellement été obtus que ça a débloqué la situation. Mais bon, ce n'est pas un modèle, hein, franchement. Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des pullulations? Ce que je commençais à vous dire, en gros, c'est corrélé à une échelle régionale, c'est corrélé à la structure du paysage. Ça a été démontré en Franche-Comté par Giraudoux Delattre en 1995. On l'a refait en Auvergne 5 ou 6 ans après pour vérifier si on avait le même mécanisme. On a le même mécanisme. Donc, en gros, quand vous avez tout ce qui est en vert, c'est-à-dire quand vous avez de la culture, beaucoup de culture, un peu de prairie, un peu de forêt, du bocage, vous êtes tranquille, il n'y a pratiquement pas de pullulation. Quand il y en a, elles sont localisées et elles ne durent pas. Il n'y en a pratiquement pas. Ensuite, à l'inverse, si vous avez des vastes des espaces de prairies, productives mais pas très intensives, peu de forêts, pas de terre labourée, pas de haies, pas de murets, rien du tout, donc des paysages ouverts, vous êtes au paradis du campagnol. Vous avez de la bouffe, plein, et vous n'avez pas beaucoup de prédateurs, donc tout va bien. Et là, vous avez des pullulations importantes et régulières, c'est-à-dire en gros tous les 4-5 ans. Tous les 4-5 ans, vous êtes à peu près sûr de dire, sur ces régions-là, le Césalier, le Nord Cantal, le sud du Puy-de-Dôme, les plateaux du Jura, ben, vous allez avoir des pics de pullulation qui vont vous pourrir la vie. Et puis entre les deux, vous avez des zones où il y a pas mal de prairies, mais qui sont plus fragmentées, où là, on voit de temps en temps des pullulations, sans qu'on arrive vraiment à comprendre les déterminants, mais il y en a moins, elles sont moins puissantes, elles durent moins longtemps. D'accord? Alors, comment on va expliquer ce mécanisme comment on va expliquer ce mécanisme? Le campagnol terrestre, Ambricola terrestris, c'est pas pareil que le campagnol des champs, déjà. Un campagnol des champs, c'est Microtus, donc c'est pas le même. Mais il s'appelle campagnol, pas de peau. On reviendra dessus après sur les méthodes de traitement, parce que sous la pression des agriculteurs, le ministère de l'Agriculture vient de réautoriser le phosphure de zinc, qui est un truc de ouf, parce qu'en Allemagne on l'utilise, mais en Allemagne on l'utilise contre le campagnol des champs. Mais ici on aura le droit de l'utiliser contre le campagnol terrestre, mais on n'a pas fait d'essai pour savoir si ça marche. Merci l'État, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un mammifère rongeur herbivore qui a une activité souterraine, donc on ne le voit pas. Une durée de vie en plein champ qui est de 6 à 8 mois. Si vous l'élevez, vous pouvez en avoir jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Mais globalement, vous voyez, ça ne passe pas l'année. Mais il a une capacité de reproduction qui est époustouflante. C'est-à-dire qu'un couple de campagnols, si tout va bien, il est capable de vous faire... J'ai avalé un campagnol, excusez-moi. Non, c'est bon. Il est capable de vous faire à peu près 120 petits. Pourquoi? Parce qu'une femelle campagnole, elle porte 21-22 jours. Elle va faire entre 4 et 8 petits par portée, et les petits sont matures au bout de 2 mois. Et dès qu'il y a un mâle qui passe à portée, elle devient fertile. Donc vous voyez que dès que les conditions sont réunies, les campagnols pullulent. S'il n'y avait que ça, vous marcheriez sur un tapis de campagnol. Mais, donc c'est une espèce qui est naturellement pullulante. Mais le campagnol, c'est aussi une proie. Et en fait, c'est parce que c'est une proie qu'elle pullule, qu'elle se reproduit beaucoup, parce que la seule solution pour une proie d'exister, c'est de se reproduire plus vite que l'espèce qui vous bouffe. Or, le campagnol, c'est bouffé par tout ce qui bouffe de la viande. C'est con comme un balai, un campagnol, mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est bête, quoi. Et donc, pour les proies, pour les prédateurs, c'est du bonheur, quoi. D'abord, il y en a beaucoup, et puis c'est bête. Donc, c'est comme si vous étiez au supermarché. Et donc, en fait, quand il y a beaucoup de campagnols, vous nourrissez un paquet de faune sauvage. D'accord? Alors, ça nous renvoie donc à un mécanisme cyclique, et il faut bien que vous ayez ça en tête, parce que si on n'a pas ce mécanisme cyclique en tête, on ne peut rien faire. Donc ça, ce mécanisme cyclique en un lieu donné. Vous avez des périodes, ce qu'on appelle à basse densité, qui sont mises en vert ici. Les campagnols sont souterrains, dans des galeries, vous ne voyez pratiquement rien. À un moment donné, sans qu'on sache bien pourquoi, la reproduction devient plus active que la prédation et la population augmente très vite. C'est-à-dire, vous avez des agriculteurs qui vous disent « Je suis passé au mois de février-mars refaire les clôtures, il n'y avait rien. Au mois de juin, je vais pour faucher. Il y en a 500 ou 600 à l'hectare. Ce n'est pas possible. C'est bien la preuve qu'on l'a lâché. » Ben non. Le raisonnement, il est logique, mais il est faux, parce qu'en mars, quand il est venu faire les clôtures, il y en avait, mais il ne les a pas vus. Parce que justement, les indices sont difficiles à voir. Et donc, c'est vraiment important de détecter les indices. Et puis après, vous arrivez à un palier.
un palier où il y en a vraiment beaucoup, et puis ça peut durer, pas longtemps, ou ça peut durer plusieurs années, et puis à un moment donné, sans que vous compreniez pourquoi, pouf, en 3 mois, il n'y a plus un campagnol. Mais alors, plus un. Et donc là, vous dites, oh, ils ont chopé la maladie du rat. Donc trouvez-nous la maladie du rat, et on balancera la maladie du rat, et il n'y aura plus de campagnol. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. OK? Ben alors voilà, donc notre campagnol se reproduit. Quand il se reproduit, voilà, ça fait des taupinières. Alors, comme je vous l'ai dit, le campagnol, c'est une proie, et c'est une proie pour plein de monde. C'est une proie pour... Alors, il y a 2 grandes familles de prédateurs. Hein. Si vous avez fait de l'écologie, vous devez savoir ça. Il y a des prédateurs généralistes et des prédateurs spécialistes. Les prédateurs généralistes, ils bouffent de tout, dont du campagnol. Quand il y a du campagnol, ils mangent du campagnol. Quand il y a moins de campagnol, ils se rabattent sur autre chose. Et puis les spécialistes, ils mangent que du campagnol. Quand il y a beaucoup de campagnol, ils se reproduisent. Et quand il n'y a plus de campagnol, soit ils crèvent, soit ils s'en vont. D'accord ? Donc en écologie, on admet que les prédateurs généralistes ont plutôt une tendance à réguler les populations parce qu'ils sont tout le temps là. Donc ils vont pouvoir consommer des animaux même à basse densité, alors que les spécialistes, ils arrivent avec un train de retard, ils vidangent la population et puis après ils disparaissent. Donc on admet, ça a été démontré, hein, que les prédateurs spécialistes ont plutôt tendance à amplifier les mécanismes oscillatoires, alors que les prédateurs généralistes ont tendance à atténuer les mécanismes oscillatoires. Donc vous voyez déjà qu'il y a une relation très forte entre notre mécanisme de pullulation et la faune sauvage, et que ce mécanisme il est complexe parce qu'en fait c'est une combinaison, puisque tout le monde bouffe du campagnol. Mais tout le monde, les corbeaux ils bouffent des campagnols, les hérons ils bouffent des campagnols, c'est incroyable. Alors il y a les renards, les principaux prédateurs c'est renards, buses, milan et hermines. Mais tous les mustélidés en bouffent, tous les rapaces en bouffent, les chiens, les chats, enfin tout ce qui bouffe de la viande, même vous pourriez manger du campagnol, hein. C'est incroyable, quoi. Même les sangliers, enfin, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça vous donne une idée, avec toutes ces bestioles qui mangent du campagnol, la capacité qu'il a à se reproduire pour pouvoir résister à ça. Et quand ça pullule, évidemment, vous attirez tous les mangeurs du quartier. C'est comme si vous disiez un jour, chez Leclerc, aujourd'hui, tout est gratuit. Ah ben vous êtes tranquille, vous allez avoir tous les consommateurs de la région parisienne qui vont filer chez les Leclerc. Hein. C'est pareil. Et puis après, chez Carrefour et Casino, on va brailler. Ben, c'est pareil avec les campagnols. Alors, vous voyez que, en fait, vous commencez à voir la complexité du bazar quand même. Hein. Donc, sur un plan écologique, en fait, la pullulation, elle est le résultat d'interactions multiples que j'ai essayé de modéliser là pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, on a du campagnol terrestre, d'accord ? Mais au départ, ce campagnol, il vient en interaction avec des prairies et du troupeau. En gros, s'il fallait résumer le problème des pullulations de campagnols, c'est de dire les campagnols, ils font de la concurrence aux vaches. C'est pas plus compliqué que ça de base. Après, vous allez voir que ça va devenir, on va le diversifier. Mais en gros, c'est 2 espèces qui bouffent la même herbe. Donc il y en a une de trop. Donc le campagnol et les vaches, elles mangent de l'herbe. Après, vous avez des prédateurs qui habitent le paysage. Donc selon la structure du paysage, vous allez avoir plus ou moins de prédateurs. Ils habitent, ils logent, ils explorent, et puis ils consomment des campagnols. Mais il y a aussi du petit gibier, et par exemple du sanglier, qui va aussi habiter ce même paysage, qui va passer dans les prairies, qui va peut-être même y loger. Et les prédateurs, ils vont aussi bouffer du petit gibier. Et comme c'est les prédateurs généralistes, quand il n'y a plus de campagnols, ils se rabattent sur le reste. Et donc les chasseurs ils disent « Ouais, mais les renards, ils nous mangent nos faisans, quoi. » Donc on tire les renards. Mais oui, mais si tu tires les renards, un renard, ça bouffe 5000 campagnols par an. Donc vous tirez un renard, vous avez fait pousser 5000 campagnols. Donc vous voyez, c'est compliqué. Hein. Et puis notre agriculteur, qu'est-ce qu'il fait ? Notre agriculteur, il gère son troupeau. Il peut agir sur les populations de campagnols, il peut empoisonner, il peut piéger. Il va jouer sur sa prairie, il peut la fertiliser, il peut faucher les refus, il peut agir sur les structures de paysage. Par exemple, il va couper les haies, ou il va remettre des tas de cailloux pour que les hermines puissent nicher. D'accord ? Et donc, il va pouvoir agir aussi indirectement sur les prédateurs, sur le gibier. D'accord ? Ça veut donc dire que dans notre affaire, il ne faut pas oublier les chasseurs. Parce que si vous oubliez les chasseurs, vous oubliez un des acteurs essentiels, puisqu'il intervient directement sur les campagnols via les espèces considérées comme nuisibles et via le gibier. OK ? Voilà. Donc, avec tout ça, arriver à expliquer le processus... Vous voyez qu'avec un modèle multifonctionnel comme celui-là, c'est difficile de pouvoir trouver
une logique simple de dire « Ah ben vous avez des campagnols parce que… » Ben non, ce n'est pas parce qu'il y a un truc. Les gens, ils nous disent « Dites-nous quel paysage il faut. » Mais moi, je ne sais pas quel paysage il faut. Ça dépend. Ça dépend. On sait que le paysage joue un rôle, mais on ne peut pas dire « Ah, vous avez… si je prends le log du kilomètre de haie et que je divise par l'inverse du carré du nombre de renards et que je multiplie ça par la pluviométrie du mois de juin, je vais vous dire que vous aurez 352 campagnols à l'hectare. » Non, 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 on ne peut pas y arriver, quoi. OK ? Parce qu'il faut bien avoir en tête que ce que je vous ai raconté là, c'est à l'échelle de la parcelle. Mais à l'échelle du territoire, on observe aussi des mécanismes de diffusion. On a des parcelles de diffusion et des parcelles. On a des parcelles de démarrage, des parcelles de diffusion. On a des communes de démarrage, on a des communes de diffusion. Et vu de loin, on a l'impression qu'on a une vague qui part d'un point et qui s'étale, genre le tsunami, quoi. Alors, des collègues généticiens, Jean-François Cosson, ils ont essayé de voir si c'était bien ça. Si on a une vague qui diffuse, ça veut dire que sur le plan de la génétique des populations, on a un mélange des populations et donc tous les campagnols devraient avoir la même signature génétique. Or, on s'aperçoit qu'en fait, on a des structures génétiques de populations différentes selon les lieux. Ça plaide pour le fait que les populations se mélangent peu. Donc, si spatialement ça diffuse, individuellement ça diffuse très peu. Un campagnol, il ne va jamais faire que quelques centaines de mètres. Et donc c'est un peu comme le mécanisme, vous savez, les sucres, quand on les met quillés debout, et puis on tape sur un sucre, et puis blablabla, ça fait tout un bazar. Mais chaque sucre, il ne fait que ce mouvement-là. Et bien pour les campagnols, c'est un peu la même chose. Chaque campagnol fait qu'un petit bout du chemin, mais globalement, on a une vague qui diffuse. Pourquoi ? Parce que les campagnols, en fait, c'est des espèces qui sont territoriales, elles marquent leur galerie. Et donc les parents, ils font leurs petits, quand les petits deviennent adultes, ils les virent, ils les poussent. Et donc les jeunes adultes s'en vont, et en plus, les mâles et les femelles n'explorent pas la même distance, pareil qu'avec le loup. Les mâles et les femelles ne vont pas la même distance. Les mâles vont plus loin, ils vont explorer le territoire, les femelles vont un peu moins loin. Et donc vous avez des fronts de colonisation comme ça, et donc ils avancent, puis dès qu'ils trouvent un endroit où il y a de la place, pof, ils se posent. Et puis après, ils font des petits, et pof, ça avance. Vous voyez ? Et donc de ce fait, on a ce mécanisme de diffusion à l'échelle régionale qui paraît parfois contradictoire avec le mécanisme à l'échelle de la parcelle. Et donc en fait, ce dont on a besoin vraiment d'avoir en tête, c'est l'emboîtement des échelles spatiales et temporelles pour comprendre le processus. Donc à l'échelle de la parcelle, ça c'est l'échelle de l'agriculteur. L'agriculteur, il dit, putain là, je devais faire 6 tonnes de matière sèche et je vais faire 500 kilos et en plus du foin pourri. Comment je fais ? Donc lui, il va regarder ça et puis il va dire, ben, moi je veux le produit, quoi. Je veux le produit pour sauver ma récolte. D'accord ? Mais ça s'intègre à l'échelle de l'exploitation parce que ce que vous faites à l'échelle d'une parcelle est conditionné par ce que vous faites à l'échelle des autres parcelles. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir des parcelles qui vont être le cœur de votre système. Vous dites, ah ben moi de toute façon, les 80% de mon fourrage, je le produis sur ces 2 parcelles-là, qui sont le truc vraiment essentiel, et donc je bourre à fond, là je mets de la fertie, je fais 3 coupes par an, je fais attention et tout, puis celles qui sont un peu plus loin, je les utilise un peu comme des accordéons. Une année de sécheresse, je serais bien content de les trouver, une année pluvieuse, ben j'irai pas, c'est pas grave. Et donc, ce que vous allez faire dans chaque parcelle est conditionné par ce que vous faites sur les parcelles d'à côté. Et dans les méthodes de contrôle des populations, il y a un travail sur la fertie, il y a des possibilités sur la fertie, sur l'élimination des refus, sur l'alternance fauche-pâture, et ça, tout le monde ne peut pas le faire de la même façon. Et puis après, vous avez l'échelle du territoire, parce qu'à l'échelle du territoire, c'est l'échelle des prédateurs. Les milans, par exemple, ils peuvent faire 20, 30, 50 km. Et eux, ils ont le génie d'aller détecter les foyers où il y a des campagnols. Mais je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, mais ils doivent se raconter des histoires parce que d'un coup, vous avez tous les milans qui vont à un endroit où il y a des campagnols. Mais s'ils vont tous là où il y a des campagnols, ils ne sont plus là où ils étaient. Donc ils laissent de la place pour permettre aux campagnols de pousser. Ce qui pourrait contribuer à expliquer le décalage entre des communes de démarrage et des communes de diffusion. Vous voyez ? Et puis à l'échelle du territoire, c'est là qu'on va avoir toute la stratégie de gestion, de suivi, de contrôle et de gestion du problème. Et donc, vous voyez qu'ici, on est plutôt… donc voilà, là, on va avoir comme indicateur des indicateurs de productivité. Ici, on va avoir des indicateurs de pilotage du système. Et ici, on va avoir des indicateurs socio-économiques. D'accord ? Et donc, il faut combiner ces 3 choses pour pouvoir espérer un jour arriver à maîtriser, à faire en sorte que ces mécanismes-là ne posent plus de problème aux éleveurs.
sans pour autant générer des problèmes environnementaux encore pires, et à un coût raisonnable. Voilà les 3 éléments de l'équation, vous voyez, qui est assez tordu à régler. Hein. Alors, je vais continuer un peu dans l'approche agronomique, d'abord parce que vous êtes agronome, ça vous fera les pieds, et puis ensuite parce qu'on ne peut pas comprendre les parties sociales et anthropologiques sans cette base-là. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que il faut absolument avoir... C'est un peu le vieux con qui raconte sa guerre, hein, vous m'excuserez, mais bon. Il faut absolument prendre en compte les dimensions non techniques pour pouvoir gérer cette affaire-là, mais il n'est pas possible de les prendre en compte si on n'est pas bon sur le plan technique. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut arriver à rentrer par la technique parce qu'à un moment donné, le gars dit « Ouais, mais mes vaches, qu'est-ce que je leur donne à bouffer? Comment je fais? T'es bien mignon, toi, avec tes buses et tes rapaces et tes machins, mais moi, je fais quoi ?» Et si vous ne pouvez pas lui dire autre chose que bah, « tu te démerdes », là, il faut savoir courir vite, hein, et ben, ce n'est pas la peine de dialoguer. Mais si on rentre par le système, si on dit « bah écoute, moi, je ne fais pas de l'idéologie, je ne sais pas si le campagnol c'est bien ou mal, ce n'est pas mon problème, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça fait dans ton exploit. Et donc, on va prendre point par point le fonctionnement de ton exploit, et puis on va regarder où est-ce que vraiment le campagnol il pose problème, parce qu'à partir de là, on va pouvoir essayer de construire ensemble des solutions. Et là, on commence à discuter, et je peux vous assurer que c'est passionnant. Donc, ça, c'est des méthodes qu'on a mis au point. Je peux vous dire qu'on a un peu peiné, parce que ce n'était pas facile. Donc, on est parti sur des enquêtes longues avec des agriculteurs qu'on a enregistrés pour être sûr de bien tout noter. Et on a essayé de résumer toute l'analyse du système. On est parti de qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu as comme résultat, qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce qui te pose problème. Vraiment du basique de basique, le plan parcellaire, les tables de ration, les plannings de repro, les feuilles de paye du lait, enfin tous les trucs techniques. On a fait de l'analyse de système, quoi, hein, franchement. Et on a essayé d'identifier par des entrées thématiques qu'on a appelées des axes où le campagnol secouait le système. D'accord ? On a créé 6 axes thématiques et on a mesuré l'impact d'une pullulation dans cette exploitation par un gradient en fait d'impact, et puis ensuite on a regardé la marge de manœuvre qu'avait chaque exploitation par rapport à cet axe. D'accord ? Et puis ensuite on a fait des classifications statistiques et on a identifié des types d'exploitation agricole vis-à-vis du problème de la pullulation de campagnol. Et à partir de ces types, on a essayé d'identifier quels étaient les facteurs de blocage, quelles étaient les marges de manœuvre. D'accord ? Donc dans les axes, pour que vous vous fassiez une idée un peu, hein, on a regardé l'organisation générale de l'exploitation. Par exemple, est-ce que le parcellaire est groupé ou est-ce qu'il est éclaté ? Parcellaire groupé, c'est intéressant pour le travail, c'est embêtant pour le campagnol parce que quand vous avez le campagnol, vous l'avez d'un coup partout. Si vous avez un parcellaire éclaté, c'est embêtant parce que vous avez des trajets, mais vous avez rarement des campagnols partout au même moment, donc vous avez un peu plus de marge de manœuvre. On a regardé la façon dont était conduit le système fourrager, puisque le campagnol bouffe de l'herbe, donc il secoue en priorité le système fourrager, et on a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme marge de manœuvre par rapport à la gestion des surfaces, par rapport au degré d'autonomie fourragère, par rapport à la façon dont on conduisait les troupeaux sur ces parcelles, et puis par rapport à la situation économique de l'exploitation. Ensuite, on a regardé les raisonnements vis-à-vis de la lutte contre le campagnol et contre la taupe. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la taupe. La taupe est un gros problème vis-à-vis de la pullulation de campagnol parce que les campagnols habitent dans les galeries de taupe pendant les périodes de basse densité. Parce que, pourquoi ? Le campagnol creuse avec les dents, donc c'est fatigant. Donc, toute l'énergie qui passe à creuser avec les dents, il ne la passe pas à se reproduire. S'il trouve des galeries toutes faites, il n'a plus rien à faire d'autre que de se reproduire. Donc, il squatte les galeries de taupe. Parce qu'un campagnol, il a besoin de 50 à 80 mètres de galerie, un couple de campagnols. Une taupe, elle a besoin de 400-800 mètres de galerie. Donc, quand il y a basse densité, c'est-à-dire moins de 50 campagnols à l'hectare, si vous avez des taupes, si vous avez 5 taupes dans une parcelle, ce qui arrive très fréquemment, 5 taupes dans une parcelle, vous avez 140, vous avez 4 km de galerie. 4 km de galerie, vous divisez donc 4000 mètres de galerie, vous divisez ça par, allez, mettons même 80 mètres par couple, vous voyez qu'il vous reste quand même de la place pour mettre facile 50 couples de campagnols et vous allez ne voir aucun indice. Rien, parce que la taupe passe tout le temps dans ces galeries. Vous savez, la taupe, ce n'est pas du tout un herbivore, hein, c'est un insectivore, ça bouffe des vers, essentiellement. Et donc, pourquoi elle fait des galeries ? Parce que les galeries, c'est ses pièges. Donc, elle fait des galeries, et les vers, ils creusent, puis pouf, ils tombent dans la galerie. Et la taupe, elle passe, et crac, elle mange le ver, et elle continue. Donc, il faut que ces galeries soient tout le temps propres. Donc, régulièrement, elle ressort de la terre.
Et donc le campagnol, il passe par là, et puis il balise son territoire, il frotte un peu ses petites glandes sur le côté, et puis voilà, et tout va bien. À partir du moment où la population commence à augmenter, il va se retrouver à croiser la taupe un peu trop fréquemment. Et la taupe, elle dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce connard là? Et comme ça ne lui pose pas trop d'efforts de refaire des galeries, elle dit, moi je me casse, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de ces voilà, il y a encore des campagnols chez nous, donc voilà. Après, elle va se plaindre de son gouvernement des taupes, et dit, il faut arrêter les invasions, et des campagnols sans papier et tout. Et puis voilà, mais bon, elle se tire. À la fin, elle se tire, quoi. Voilà. Et donc, la taupe, c'est en gros, dans une zone où vous avez un risque élevé de pullulation, si vous ne contrôlez pas la taupe, vous êtes cuit. C'est à peu près cuit. C'est comme, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un pays où il y a des germes pathogènes, un pays où il y a vraiment des problèmes sanitaires, si vous ne lavez pas les mains, vous êtes cuit. C'est à peu près du même niveau. Si vous ne vous occupez pas de la taupe, vous êtes cuit. Okay, donc, est-ce que les agriculteurs s'occupent de la taupe ou pas? C'est vraiment très important. Et donc, en fait, voilà, puis on leur a demandé aussi leur avis sur les méthodes de lutte alternatives autres que l'empoisonnement. Et donc, chaque axe représente un indicateur de marge de manœuvre. Et donc, à partir de là, on a pu faire une typologie. On s'est aperçu, je vous ai mis le cas de la Franche-Comté parce qu'il est vraiment intéressant. On a travaillé sur la zone comté, d'AOC-Comté. Et donc, a priori, tous les systèmes se valent, quoi. Il y a très peu d'écart, puisqu'il y a un quota de production de lait par vache et que tous les agriculteurs doivent livrer une laiterie qui est proche de leur exploitation. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire plus de 25 km. Donc, si vous voulez, vu de loin, avec une approche système classique, on dit que c'est tout le même système, c'est le système Montbéliard-Comté, 5500 kg, tout foin. Et quand on regarde, on s'est aperçu qu'en fait, ces systèmes Comté qui avaient l'air tous pareils, ils ne sont pas tous pareils vis-à-vis du campagnol. Parce que vous avez, entre autres, ceux qui privilégient l'herbe sur pied par rapport à ceux qui privilégient l'herbe récoltée. Et donc, selon que vous dites, moi je veux de la bonne herbe verte, ça dépend si vous faites du lait de printemps et tout ça, mais soit je veux de la belle herbe verte, soit je veux du foin en quantité, vous n'allez pas avoir les mêmes capacités d'adaptation et vous n'allez pas avoir le même impact d'une pullulation, un niveau de pullulation équivalent. Et puis évidemment, ce qui joue aussi un rôle énorme, c'est votre autonomie fourragère. Si vous êtes au taquet et que chaque année vous êtes à 5% plus ou moins de votre autonomie fourragère, alors là, le moindre campagnol est un campagnol de trop. Si vous êtes avec toujours de l'excédent, si vous vendez du foin, si vous avez des grandes granges où vous pouvez stocker, vous n'allez pas considérer le même seuil de nuisance. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment limite d'autonomie fourragère, à 100 campagnols à l'hectare, vous trouvez que déjà, ça commence à être embêtant. Si vous êtes vraiment large en foin, vous allez dire, tant qu'il n'y a pas vraiment de la taupinière partout, donc au-dessus de 300 campagnols, 300, ça commence à être un peu pénible, quoi. Voilà, et donc vous voyez que et chacun a raison de son point de vue. C'est ça qui est important à voir. Donc on a essayé de représenter ça sous forme de radar. Ça nous a bien aidé à... Alors, c'est des typologies qui sont des typologies relatives, qui sont liées à une période. Donc il ne faut vraiment pas les voir comme des tiroirs. Et puis après, vous dites, vous êtes la classe 2, vous êtes la classe 4. C'est des aides pour comprendre la diversité des situations, pour après construire des solutions avec les éleveurs qui ont le plus de chances de réussir. Mais il faut vraiment prendre ces typologies comme une aide à la décision et pas du tout comme un truc normatif. Alors, nous, on a présenté à pas mal de techniciens agricoles et c'est vrai qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce qu'on a vite fait de vouloir ranger les exploitations dans des tiroirs et c'est plus compliqué que ça. D'accord ? Donc, si je résume cette dimension agronomique, je regarde l'heure parce que... Oh, purée. Donc si je résume, donc vous voyez le campagnol, il est à la fois le perturbateur d'un système de production agricole et une proie, donc un élément d'un système écologique. D'accord ? Donc il perturbe le système de production parce qu'il consomme de l'herbe et des racines, parce qu'il dégrade la valeur des fourrages et parce qu'il est vecteur direct ou indirect de maladies. Mais c'est aussi une ressource alimentaire de la faune sauvage. D'accord ? Ça veut dire que l'on soit avec une sensibilité écologique ou pas, de toute façon, on est concerné par ce problème écologique. Ça, c'est dur à faire passer. Et on ne peut rien faire sans tenir compte des gestionnaires de la faune sauvage, donc les chasseurs, mais aussi tous les gens du côté de la protection de la nature, en particulier la LPO, puisque un des prédateurs essentiels, c'est le milan, et qu'on a dans le Massif central les plus gros rassemblements, les plus gros dortoirs de milans d'Europe.
Donc, si vous voulez, pas cette dernière pullulation, mais la pullulation d'avant, les agriculteurs ont traité la bromadiolone vraiment au plafond autorisé. Et donc, la LPO a ramassé une trentaine de milans empoisonnés. Et je peux vous dire qu'on a été à la 2 doigts de passer au tribunal, européen de la Haye pour empoisonnement d'espèces protégées. Donc, il a vraiment fallu discuter. Et donc, il faut faire avec les sphères écologistes, entre autres pour qu'ils comprennent mieux pourquoi les agriculteurs font certaines choses ou n'en font pas d'autres, et pour qu'ils puissent fournir des données pour qu'on puisse commencer à discuter sereinement. Voilà. Mais vous voyez qu'il faut à la fois agir sur son exploitation en intégrant toutes ces dimensions et ces emboîtements d'échelle et travailler à une échelle collective, parce que si vous faites quelque chose qui a des chances d'être efficace, si vos voisins font le contraire, vous êtes cuit. Entre autres, si vous êtes agriculteur, que vous dites « moi je veux 0 campagnol parce que je suis en limite d'autonomie fourragère, parce que je ne supporte pas les campagnols, parce que X raison, parce que j'adore piéger », si tout autour les gars ils font rien, plus vous allez en vider, plus vous allez en ramasser, parce que vous allez servir d'attracteur pour les autres, parce que quand ils vont être pleins, les campagnols vont aller là où c'est vide. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir de gestion si elle est individuelle, sauf si vous êtes tout seul au milieu des bois. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, vous voyez que en fait, on a différents processus à différentes échelles sur lesquels l'agriculteur peut avoir une action, ou peut vouloir ou pouvoir agir, ou pas le faire. Donc, à l'échelle de la petite région, on est vraiment dans des logiques socio-économiques et on est dans des logiques de stratégie. C'est qu'est-ce qu'on se donne comme objectif à l'échelle d'un territoire, le césalier, qu'est-ce qu'on veut comme type de population, qu'est-ce qu'on veut comme seuil, c'est quoi nos seuils. À l'échelle de l'exploitation, c'est qu'est-ce que je peux supporter, qu'est-ce que je veux supporter et qu'est-ce que j'ai comme moyen à mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. Donc vous voyez, on est à l'échelle du territoire, on est vraiment dans une logique stratégique à moyen terme. À l'échelle de l'exploitation, on est à la fois dans une logique stratégique mais à plus court terme et puis dans une logique tactique. Et cette tactique, on va la décliner à l'échelle des parcelles. Et là, sur les parcelles, on va vraiment faire de l'agroécologie. C'est j'ai combien de taupes, j'ai combien de campagnols, j'ai quel chargement, j'ai quel niveau de production, qu'est-ce que je veux comme objectif, en dessous de quel seuil je ne veux pas descendre, pour pouvoir piloter. Là, on est vraiment dans le pilotage vraiment continu. D'accord ? Voilà, et donc après, on a un certain nombre de méthodes que je vous ai mis là qui sont valables à différentes échelles. Ce que les francs-comtois ont appelé la boîte à outils, qui a un peu énervé les gens du Massif central parce qu'ils n'ont pas compris, eux ils voyaient une boîte à outils comme étant tout des choses qui se font à l'échelle de la parcelle. Mais non, c'est une combinaison d'actions qu'il faut faire à la bonne échelle au bon moment. C'est-à-dire quand l'éleveur il dit le piégeage ça ne marche pas, il a raison et il a tort. Il a raison, on ne peut pas réguler les populations quand on est à 1000 campagnols à l'hectare par le piégeage, parce que vous ne pouvez pas y arriver. Il vous faudrait 1000 pièges, le temps de poser les 1000 pièges, les campagnols se sont déjà reproduits. C'est comme si vous avez un barrage qui déborde, ce n'est pas à ce moment-là qu'on fait de la maçonnerie pour empêcher une rivière de déborder. On empêche une rivière de déborder en construisant un barrage quand on est en étiage. Et pour les campagnols, c'est la même chose. Mais le piégeage à basse densité, c'est efficace, si vous avez déjà dégommé la taupe. Si vous n'avez pas dégommé la taupe, ça ne sert pas à grand-chose. Quand la journaliste dit le poison, ça ne marche pas, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve grave, comme on dit. Parce que, un journaliste, il faudrait qu'il aille vérifier ses sources. Le poison, ça ne marche pas parce qu'elle répète ce qu'un agriculteur, une agricultrice que je connais bien, lui a dit que la bromadiolone, ça ne marche pas, en disant « mais moi, j'ai mis des carottes et des carottes empoisonnées et ça n'a pas empêché les pullulations, mais la dernière fois qu'on a eu le droit de mettre des carottes empoisonnées, c'était en 99 et on traitait à haute densité et on a fait la preuve qu'à haute densité, le traitement, ça ne marche pas. » Donc effectivement, l'empoisonnement des campagnols à haute densité, ça ne marche pas. Mais le produit est toxique, il fait bien crever les campagnols. Mais comme je vous ai dit, c'est un moteur à se reproduire, et si vous le mettez au mauvais moment, ça ne sert à rien. C'est comme se vacciner contre la grippe quand vous avez déjà la grippe. Ça ne fait rien du tout, c'est pareil. Donc vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, et il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de sirotifon pour les campagnols. Ça, c'est pas vrai, le produit, on ne l'a pas. C'est pas vrai, je suis désolé, si on l'avait, on serait bien content. Non. Parce qu'on est face à un phénomène multidimensionnel, multiscalaire, et à la fois dans l'espace et dans le temps, il n'y a pas de solution simple à un mécanisme complexe. Par contre, il y a la possibilité
de faire évoluer le système dans une voie qui nous est plus favorable en combinant un certain nombre de facteurs qui vont être adaptés à la fois à la connaissance du processus et aux caractéristiques locales, qu'elles soient techniques, mais qu'elles soient aussi sociales. Vous voyez ? Parce que ce qu'on a observé, qui nous a vraiment aussi beaucoup déstabilisés, c'est qu'on a déjà des solutions dont on a fait la preuve expérimentale qu'elles produisaient un effet sur la régulation des populations. Et pourtant, les agriculteurs ne les utilisent pas forcément. D'accord ? Donc, pourquoi ? Il y a des arguments techniques. Un, comme je vous l'ai dit, à niveau de pullulation équivalent, tous les systèmes ne sont pas secoués de la même façon. Vous avez entre autres le degré d'intensification et les types de fourrage qui jouent. C'est sûr que si vous êtes en ensilage d'herbe, si vous êtes à plus d'une UGB à l'hectare, si vous êtes en Holstein, si vous êtes avec du lait pas cher et que vous avez trop de vaches par rapport à ce que vous pouvez produire, vous êtes juste en limite, alors là, ça c'est sûr que le moine campagnol vous fout en l'air. Si vous êtes à 5000 kg avec des Montbéliardes ou avec des Pieds Rouges de l'Est et que vous avez 0,8 d'UGB, là, vous avez plus de marge de manœuvre. Par contre, alors là, vous avez le paradis du campagnol. Donc voilà, il faut voir. Ce qu'on a vu aussi, c'est que tous les systèmes n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. Vous avez des exploitations qui peuvent modifier leurs pratiques et vous avez des exploitations qui ne peuvent pas. D'accord ? Donc vous avez la rigidité du système qui va jouer, vous avez le cadre réglementaire. Un des outils très utiles, c'est de pouvoir labourer certaines prairies pour pouvoir faire des céréales. Un triticale, par exemple, et puis vous faites un triticale, derrière en même temps vous semez une légumineuse, puis après vous refaites une prairie temporaire, et là vous avez à la fois de la paille, vous avez du grain, et puis vous avez cassé les galeries, donc vous avez bien embêté le campagnol si vous les mettez au bon endroit, et si tous vos copains ils font un peu la même chose pour fabriquer une espèce d'habit troué, là le campagnol va avoir du mal à diffuser, les prédateurs vont circuler, vous allez bien le calmer. Mais si vous avez tout passé en prime à l'herbe, vous ne pouvez pas. Donc tout le monde ne peut pas labourer. Puis si vous êtes à 1400 mètres d'altitude, sur des terrains qui sont des anciennes moraines, exposés au nord, non, là vous n'allez pas faire du triticale, ce n'est pas la peine. D'accord ? Et puis ça va dépendre aussi du collectif. Si vous êtes fâché avec tous vos voisins, ce n'est pas pareil. Si vous êtes tous ensemble à discuter régulièrement, si vous faites de l'entraide, si vous vous groupez pour prendre un piégeur, ça ne va pas faire pareil. D'accord ? Et puis, l'analyse de l'agriculteur peut différer de l'analyse de l'agronome. Parce que elle ne va pas regarder les choses, l'agriculteur ne va pas forcément regarder les choses de la même façon. Lui, il va dire, oui, mais moi, mon problème, c'est d'équilibrer entre ma main-d'œuvre, la sécurité, les annuités à rembourser. Donc, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution unique. Alors, juste pour illustrer ça, vous voyez les 4 types de systèmes qu'on avait identifiés et on a listé toutes les méthodes alternatives possibles qui pourraient produire un effet positif sur le contrôle des populations. Quand il y a des plus il y a de plus c'est intéressant pour l'exploitation, en fonction des caractéristiques du système. Et vous voyez en vert, c'est ce que font les agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des agriculteurs qui pourraient faire plein de trucs et qui ne font rien. Et à l'inverse, on constate qu'il y a des agriculteurs qui font plein de trucs alors que c'est difficile pour eux de le faire. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres facteurs que des facteurs technico-économiques qui entrent en jeu dans l'adoption ou dans le rejet de pratiques. D'accord ? Et donc ça nous renvoie à nos questions de sciences sociales qui sont indissociables de ces questions techniques. Bon, juste pour vous montrer, c'est que l'agriculteur immobilise des registres qui ne sont pas que des registres purement techniques. L'agriculteur parfait, ça n'existe que dans les cours d'économie, ça. L'agriculteur, c'est d'abord un être humain qui a un rapport à son métier, qui a un rapport à la nature, qui prend en compte sa famille, qui a des émotions, qui a des idées, qui a des convictions. Et ces éléments-là, le campagnol les révèle. C'est très très étonnant, mais un saut de campagnol devant un agriculteur et vous accédez à des choses qui d'habitude ne sont jamais exprimées. Voilà, donc regardez un petit article d'un canard agricole qui doit être, je ne sais plus, l'éveil du Cantal ou le paysan de l'Aveyron, je ne sais plus. Mais voilà, ça c'était pas la dernière pullulation, c'était celle d'avant. Mais vous voyez, désolation, tsunami, invasion, alarmant, fausse promesse. On n'est pas du tout dans le registre technique. C'est un canard agricole, hein, c'est pas le journal du coin, c'est un canard agricole. Voilà. Et donc, pourquoi ça devient vite explosif ? D'abord, on a du mal à anticiper le phénomène parce qu'on a du mal à détecter le démarrage au démarrage. C'est-à-dire que quand les gens disent « Oh là là, les campagnols arrivent », ils sont là depuis déjà, ils sont déjà partis. Et une fois que la dynamique est en route, elle est très dure à enrayer.
parce que tout le monde n'est pas motivé pour travailler au même moment. Et donc, quand les agriculteurs sont touchés, c'est trop tard. Et donc ça, c'est terrible, quoi. Mettez-vous à la place du médecin, vous avez un patient qui arrive, qui dit « Oh là là, j'ai bouffé un champignon, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien, et c'est une amanite phalloïde. » Au moment où les symptômes de l'amanite phalloïde arrivent, vous n'avez plus qu'à lui conseiller un prêtre, au gars, parce que c'est fini, il n'y a plus d'antidote, il n'y a plus rien. Et donc là, c'est un peu la même chose, et pour le moment, on n'avait que à leur dire « Mon pauvre gars, c'est ballot, attends que ça passe, parce qu'il n'y a plus rien à faire. » Ça, c'est inaudible, c'est inacceptable pour les gens, et ça, moi, je comprends. Après, on a aussi des lacunes sur les connaissances sur les impacts des campagnols, entre autres sur une économie de l'exploitation. Qu'est-ce qu'une exploitation peut supporter, qu'est-ce qu'elle ne peut pas supporter? Pour définir des seuils, pour savoir jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on met comme moyen. Et puis, ce que je vous ai dit sur le fonctionnement des exploitations, les techniciens agricoles n'ont pas forcément intégré cette dimension-là, donc ils ne savent pas forcément proposer les solutions les plus adaptées au système. Le phénomène, il est très anxiogène, vous avez vu le film, donc les réactions sont très passionnelles. Elles se nourrissent de ces méconnaissances, elles alimentent des rumeurs, et donc en période de crise, c'est difficile de trouver les solutions parce que les gens sont à cran, quoi. D'accord ? Donc comment briser le cercle vicieux ? L'hypothèse qu'on a faite et qui a marché, c'est de dire on va partir du principe que si les agriculteurs font des choses, ils ont des bonnes raisons de les faire, même si elles ne sont pas raisonnables, et on va travailler les perceptions, les représentations des agriculteurs pour comprendre pourquoi ils adoptent ou ils rejettent des méthodes, non pas pour les juger, mais pour pouvoir renouer le dialogue et trouver avec eux des solutions en leur faisant profiter des acquis des connaissances. Voilà, d'accord ? Donc vraiment la base, c'est on ne juge pas, on écoute et on utilise des outils pour amener les gens à exprimer des choses qui sont difficiles à exprimer, pour lesquelles ils n'ont pas toujours forcément la conscience ni le vocabulaire qui va avec. Donc on est parti d'entretiens semi-directifs, on a utilisé un certain nombre de supports que je vais vous présenter vite fait, et puis donc en gros c'est qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, où il le fait, et qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il donne comme argument pour dire ce qu'il fait. Voilà, donc on a travaillé entre 2008 et 2011 en Auvergne, en Franche-Comté, dans le massif du Jura, mais dans l'Ain, donc en Rhône-Alpes. On a vu à la fois des agriculteurs, des conseillers, des élus, des techniciens. Et puis on a travaillé avec un tandem, un agronome et une anthropologue, pour justement croiser les approches techniques et les approches sociales, mais en rentrant par la technique. Voilà, donc juste pour vous montrer. Donc d'un côté, on avait un guide d'entretien qui traitait des questions techniques, qui était piloté par l'agronome, et de l'autre côté, on avait un autre guide d'entretien, mais c'était un tandem, donc si vous voulez, on ne suivait pas les questions à la lettre, c'était un entretien semi-directif, mais on avait un certain nombre de points qui relevaient plutôt des dimensions sociales et anthropologiques, sur lesquels on a fait une analyse qualitative anthropologique, et après on a croisé les deux. D'un côté, si vous voulez, on a identifié des types de systèmes, on a identifié des types de stratégies, et on a croisé ça avec des façons de penser. Et on a regardé s'il y avait des déterminants de l'un par l'autre. Au départ, nous, on pensait, l'hypothèse qu'on faisait, c'était qu'il y avait des déterminants de système. C'est-à-dire que des systèmes privilégiaient des méthodes. Et puis, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc, on avait une grille d'entretien flexible. On leur demandait des choses un peu atypiques, par exemple de faire un schéma expliquant leur exploitation qui nous permettait de voir comment ils pensaient la logique du système pour la comparer avec la vision qu'on avait. On a utilisé des cartes, des photos aériennes, des catalogues de photographie pour mesurer avec des photos qu'est-ce qui pour eux leur posait problème. Et puis à la fin, on leur demandait où est-ce qu'on pourrait les prendre en photo pour représenter ce dont ils étaient le plus fiers dans leur exploitation. On leur disait, pour bien qu'ils comprennent, vous savez, à Clermont-Ferrand, il y a un très grand rassemblement qui s'appelle le Sommet de l'élevage, qui est une des plus grandes manifestations européennes de l'élevage en Europe. Et on leur disait, imaginez qu'il y a une délégation chinoise qui arrive et ils voudraient rencontrer des agriculteurs, mais évidemment, pas de pôle, l'interprète n'est pas arrivé, donc vous ne pouvez pas parler, vous ne parlez pas un mot de chinois, vous ne parlez pas un mot de français, mais prenez quelques photos, vous leur montrerez, prenez une photo qui permette de montrer ce que c'est votre ferme, ce dont vous êtes le plus fier, vous avez envie de montrer à des Chinois. Et je vais vous montrer, c'est très très intéressant. Donc voilà des catalogues de photos pour dire, prenez la photo à partir duquel vous pensez qu'il va y avoir un problème dans votre exploit. Choisissez une des photos qui correspond à pour vous le début du démarrage. Voilà, donc ça nous a aidé à relier les photos et les diagnostics que faisaient les éleveurs par rapport à la courbe cyclique. Et puis voilà les photos que les gens ont fait à la fin.
qu'on leur a offert d'ailleurs. Et vous voyez que vous n'avez pas toujours la même chose. Puis il y a le commentaire qui va avec, je ne vous les ai pas mis, mais le commentaire est très très intéressant. Ah merde. Le commentaire est très intéressant. Donc vous avez celui qui met sa famille, celui qui met... ah putain, mais c'est pas vrai. Celui qui met ses veaux avec le paysage, commentaire, c'est les veaux parce que c'est la relève, dans le paysage parce que c'est beau. Vous voyez ? Vous avez celui qui dit le bâtiment, voilà, les deux sont un peu pareils. Il y a des familles en fait, c'est rigolo. Les trois, là, vous voyez, c'est le bâtiment avec le chien parce que le chien m'aide à conduire mon troupeau. Il y a celui qui privilégie le ménage. Je fais une photo avec ma femme parce que c'est nous qui pilotons l'exploitation. Il y a celui qui met le paysage derrière, le village derrière parce qu'on est dans un beau pays. Et ça peut paraître anecdotique, mais ça nous a aidés à voir, à prendre conscience de ce qui était le déterminant majeur du pilotage de l'exploitation. C'est pas pareil l'agriculteur qui est un éleveur pour lequel la priorité c'est les vaches par rapport à celui qui est un cultivateur pour lequel la priorité c'est l'herbe. Et selon la priorité qu'on donne, certaines mesures sont plus faciles à prendre ou à rejeter. Ce n'est pas pour dire ils ont raison, ils ont tort, c'est pour mieux comprendre, pour mieux dialoguer avec les gens. D'accord ? Donc on a mobilisé des concepts un peu atypiques d'anthropologie. On a utilisé une théorie de l'anthropologie clinique qui s'appelle la théorie de la médiation, qui a été formalisée par Gagnepin dans les années 2000, 2005, je crois, 2006. Gagnepin, il dit en fait, on a plusieurs plans de rationalité. Et une personne, elle mobilise ces différents plans de rationalité. Donc lui, il l'a mis en évidence par des méthodes cliniques, c'est-à-dire qu'il a trouvé des cas cliniques de gens qui, à la suite d'un accident, avaient eu des traumatismes dans le cerveau qui éliminaient un des plans de rationalité. On prend toujours l'exemple d'un ouvrier, c'est le début de l'anthropologie clinique, c'est un ouvrier de voie de chemin de fer aux États-Unis en 1830 ou 1840 qui s'est pris une barre de fer à travers le crâne, qui lui a perforé le crâne et qui lui a détruit une partie du cerveau. Et le gars a continué de vivre et il est sorti de l'hôpital dans la peau d'un autre. C'est-à-dire que c'était un gars qui était très gentil, très doux, très sociable, et il est devenu violent, agressif, parce que ça lui avait détruit la zone du cerveau qui régulait les relations sociales. Et donc, Gagnepin, il a travaillé là-dessus, il a mis en évidence qu'en fait, on a au moins 4 plans de rationalité, et c'est ce qu'on a essayé de décrypter dans le discours des éleveurs. Un plan de rationalité autour du discours, c'est j'explique, je raisonne ce que je fais. Un plan de rationalité autour de la technique et de la pratique, qui ne passe pas forcément par les mots, un plan de rationalité autour des relations sociales avec les autres et un plan de rationalité des relations de soi-même de relations avec soi-même et avec le monde qui renvoie à l'éthique, aux valeurs et à la morale. Et donc, on a essayé un peu de décrypter les plans de rationalité et on s'aperçoit que selon le contexte, les gens mobilisent des plans de rationalité différents, ce qui vous permet de comprendre comment un éleveur, en tête-à-tête, vous dit un truc et comment en réunion, il dit quelque chose de totalement contradictoire parce qu'il mobilise un plan de rationalité différent. On a utilisé aussi la théorie des 5 pots qui est au départ faite par un artiste qui s'appelle Hundert Wasser et qui dit qu'en fait chaque individu, il a son corps, sa peau, mais il fabrique des enveloppes plus ou moins grandes qui traduisent une projection de soi-même vers l'extérieur. Et donc il y a la peau de l'individu, la peau de la famille, la peau du social et puis à la fin il y a la peau de l'univers. Et on s'est aperçu que selon les gens, les campagnols attaquaient certaines peaux plutôt que d'autres. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Et puis on a utilisé aussi la théorie du locus of control de Rother, qui est de dire, face à un événement, vous avez deux types d'attitudes, c'est de dire, je ne peux rien faire, je l'ai pris dans la tête, c'est le destin, et l'autre qui dit, non, mais moi, je prends les choses en main, je contrôle la situation. Et vous allez voir qu'en combinant tout ça, ça permet de mieux comprendre les réactions. Juste un petit élément pour expliquer le campagnol. Le campagnol, en fait, attaque ces différentes peaux. On a pu montrer ça. Et pour certains, il attaque les peaux de surface, les peaux lointaines. Donc pour certains, c'est un agent écologique de l'univers. Voilà, la personne ne se sent pas agressée. Et pour d'autres, vous avez des gens qui vous disent « Ah non, mais c'est pas possible, là, regardez, ils y sont, je les sens. Ils vont me bouffer les bottes, là, c'est pas possible. » Et alors lui, ça lui attaque la peau, vraiment, la peau. Et plus le campagnol attaque les peaux proches de l'individu, plus la réaction émotionnelle de la personne est violente. Et donc, vous avez des agriculteurs, ils sont compulsifs, c'est-à-dire un campagnol, c'est déjà un campagnol de trop, parce que ça les attaque personnellement. Vous en avez d'autres, ça les attaque dans l'image qu'ils veulent donner de leur métier vis-à-vis des autres. Et donc, ils vont dire, non mais moi,
je contrôle les populations parce que ce n'est pas possible, sinon je vais passer pour un cochon. Puis vous en avez d'autres qui disent non, mais le campagnol, il fait partie de la nature, donc moi, ben voilà, je considère que j'ai ma part et donc je fais quelque chose, et je vais prendre tout ce qu'il faut pour que la nature soit en bon équilibre. Vous voyez? Et il y a une distance beaucoup plus longue. Plus c'est distant, plus c'est facile de dialoguer, quoi. D'accord? Et puis voilà un exemple de deux attitudes qui mettent en évidence le locus of control entre passif et actif. Ben, vous voyez ici, le campagnol, ce n'est pas nous. Ça nous tombe dessus et c'est la faute des autres s'il y a un problème. C'est les élus, c'est les chercheurs. Ça, c'était quand même une pancarte qui était mise devant le domaine INRA de Marcenat. Donc ça, là, c'est clair, non, mais ça nous tombe dessus et c'est de la faute des autres si on a des problèmes et c'est aux autres de trouver les solutions. Les pouvoirs publics, ils l'ont le produit, mais ils ne veulent pas nous le donner. Voilà. Ça, c'est vraiment quand on est dans une logique locus of control passif. Et actif, c'est ah mais non, mais moi, c'est ce que disait l'ancien président de la Fredon-Franche-Comté, qui disait non mais moi avec tout ce que je fais maintenant, je ne vois pas comment je pourrais avoir des campagnols. Puis de toute façon, si j'en avais, je réglerais le problème parce que je contrôle, j'ai la situation bien en main. Vous voyez? Et donc c'est pas pour dire ils ont raison, ils ont tort. Hein. C'est simplement pour se dire quand on a un interlocuteur, il faut bien avoir compris ça parce que ça va donner des possibilités et ça va ouvrir des portes et en fermer d'autres. Et après, il y a toujours une marge de manœuvre pour amener des gens passifs à être plus actifs et pour trouver avec eux les solutions qui leur conviennent le mieux sur un plan humain et sur un plan technique. Voilà, parce qu'on a pu comme ça identifier des positions vis-à-vis du campagnol bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vois que la pendule tourne et que je voudrais bien aller jusqu'au bout, mais on a pu faire des familles. Alors en sachant que là, c'est l'antithèse des tiroirs, hein, c'est à un moment donné, avec les gens qu'on a rencontrés, on a pu voir qu'il y avait plusieurs façons de penser le problème. Mais en aucun cas, Monsieur X, qui est l'enquête numéro 14, on va le mettre dans le tiroir P1 et il n'en sortira pas et on dira « Ah bah oui, forcément, c'est un P1 ». Non, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut vraiment le voir comme juste un élément qui… C'est un peu comme, vous voyez, le prisme pour décomposer la lumière. Ça vous donne la variété des choses. Alors ce qu'on a pu… voir, c'est qu'il y avait des stratégies de lutte différenciées entre celui qui combat. Alors pour X, la combinaison de X facteurs dont je vous ai parlé, il y a celui qui motive, vraiment motivé, qui fait toutes les méthodes du direct, de l'indirect, qui contrôle les populations. Vous avez ceux qui croient plus mais qui continuent un peu, entre autres sur la taupe. Vous avez celui qui est vraiment l'acteur compulsif de la lutte, voilà, et qui fait que du produit chimique. Et en Franche-Comté, c'est un peu différent aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je voudrais juste vous montrer, quand on combine les marges de manœuvre des systèmes, c'est les S, avec les méthodes de lutte, quand on combine les façons de penser, c'est les P avec les méthodes de lutte, quand on combine les systèmes avec les façons de penser, vous voyez que notre échantillon il est distribué partout dans le tableau. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de détermination de l'un par l'autre. La technique ne détermine pas la façon de penser et la façon de lutter, et à l'inverse, la façon de penser ne détermine pas les luttes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est à la fois réconfortant parce que ça veut dire qu'on peut construire des choses avec les gens, et désarçonnant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Les solutions doivent toujours être construites en tirant parti des observations qu'on fait sur le territoire, des caractéristiques du lieu et des caractéristiques des gens. D'accord? Ça veut dire que, si je résume, on lutte ou on ne lutte pas. Pourquoi? Parce que ça découle à la fois de ce que l'agriculteur observe. Ben non, mais là je fais rien, j'en ai pas beaucoup. Là tu lui dis, ah bah oui, mais moi j'ai été faire des mesures, vraiment, j'ai piégé et tout. Tu es déjà à 100, hein, mon gars. Hein. Si tu es déjà à 100 et tu as 3 taupes, là il faudrait faire quelque chose parce que sinon tu es dépassé. Ah bon, mais moi j'ai rien vu. Okay, ça va dépendre de l'impact qu'il prévoit sur son exploit. De toute façon, moi j'ai toujours 30% de stock en rab, que je ne sais pas quoi faire, donc je ne vais pas me crever le cul, hein. Je taperai dans la grange, ça nettoiera la grange. Ça va dépendre de l'importance qu'il attache au phénomène par rapport à ce qu'il pense. Non, mais vous ne me ferez jamais mettre de la bromadiolone, hein, parce que moi, je suis un agriculteur, je suis là pour nourrir la planète, je ne vais pas mettre un produit toxique. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Ça va dépendre aussi des raisons. Il a vraiment, clé de base pour arriver à s'en sortir de ce merdier, c'est quand l'agriculteur il fait ou il ne fait pas quelque chose, il a des raisons de le faire. Ces raisons, elles ne sont pas forcément raisonnables sur un plan rationnel, elles ne sont pas forcément évidentes à comprendre, mais il y en a toujours. Et donc,
Ça change tout, hein. La relation avec la personne est complètement modifiée parce que vous ne dites pas, il y a des... Moi, le campagnol m'a fait vraiment vomir les bonnes pratiques parce que la notion de bonne pratique, c'est l'antithèse de ça. On ne dit pas t'es bon, t'es mauvais, on dit qu'est-ce que tu fais pas, pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais pas. Et c'est pas du tout pareil. Explique-moi, je voudrais comprendre. Quand tu me dis que ça marche pas, explique-moi. Comment tu as fait? Ah bah oui, effectivement, ça tu as raison, ça marche pas parce que tu l'as pas fait au bon moment. Ou ah ouais, bah tiens, ça remet en cause nos manips, mais il faut peut-être qu'on fasse une manip complémentaire parce que c'est une situation qu'on n'avait pas testée. Et là, on a un vrai dialogue et c'est vraiment intéressant. Et puis, les décisions sont toujours prises en tenant compte du regard des autres. Alors, je vous en liste 2-3 parce que c'est vraiment important. Ça va dépendre de l'image du métier, ça va dépendre du collectif. On a montré avec les anthropologues qui ont bossé sur le terrain que si vous êtes dans un collectif où tous les gens sont pareils, par exemple les livreurs de lait dans une laiterie, ben ça va être beaucoup plus difficile de faire passer des nouvelles méthodes. Parce qu'ils sont tous pareils, ils ont tout le temps l'habitude de faire les mêmes choses, c'est parce qu'ils font les mêmes choses qu'ils sont ensemble. Et donc, si vous apportez quelque chose de neuf, eh ben, ça déstabilise le collectif. A l'inverse, si vous avez un collectif beaucoup plus ouvert, beaucoup plus diversifié, par exemple tous les agriculteurs d'un petit village, il y en a un qui fait du lait, il y en a un qui fait du fromage, il y en a un autre, il a des brebis, il y en a un, il est jeune, il y en a un autre, il est vieux. Et ben, comme ils sont plus diversifiés, s'il y en a un qui va dire « Tiens, j'ai vu un pote, il a essayé un truc, j'essaierai bien », les autres vont dire « Ah ouais, tiens, on pourrait peut-être le faire ensemble » et on adopte beaucoup mieux des nouvelles méthodes. Donc c'est vraiment intéressant de voir le collectif. Et puis il y a la négociation avec les autres acteurs. Si vous êtes en but avec vos élus, avec les chasseurs, avec les écolos, ben ce n'est pas aussi facile que si vous avez eu des instances de dialogue, si vous avez l'habitude de discuter, si vous vous connaissez, si vous vous respectez. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, l'agriculteur, il fait un espèce de bricolage cognitif entre ces différents plans de rationalité, entre ce qu'il observe, entre ce qu'il pense, entre ce que lui disent les autres. Et à la fin, on se retrouve avec des choses très étonnantes. J'ai pris un exemple typique. C'est deux agriculteurs qui n'utilisent pas de produits chimiques contre le campagnol. Et quand on discute, on pourrait se dire, ben voilà, on fait du développement, donc c'est une cible. C'est une cible. Tous ceux qui ne luttent pas, on va leur proposer tel message. On discute avec eux, il y en a un qui dit « Ah non, mais moi je n'utilise pas la bromadiolone parce qu'elle n'est pas assez efficace. Ça n'en tue pas assez. » Puis l'autre, il dit « Non, mais je n'utilise pas la broma parce que je ne veux pas utiliser de produits chimiques. » Vous voyez, ils ont construit le même comportement sur des arguments totalement opposés. Ça veut dire que quand vous allez essayer de trouver des solutions avec eux, vous ne trouverez pas les mêmes solutions. Il ne faut surtout pas chercher à leur fourguer la même solution. Il faut construire avec eux une solution qui va dépendre de ces points de vue-là. Et qui les amène à dire « de toute façon, je ne juge pas, je fais simplement mon job qui est de mettre en relation les connaissances avec les agriculteurs pour trouver des solutions. » C'est un état d'esprit qui n'est pas facile à faire concrètement. Et donc, vous voyez, on a trouvé ça assez marrant, c'est que le même phénomène qui est la pullulation, il est perçu, il est pensé différemment. Et on a trouvé 3 grandes familles. Je pense qu'en grattant un peu les entretiens, on en trouverait peut-être d'autres. Mais on a trouvé au moins 3 grandes familles. La première, c'est ceux qui le pensent comme la pullulation, c'est une somme de campagnols, d'individus. Ça, c'est les trappeurs, c'est les mecs qui piègent. Le gars, il dit « Oh là, t'as vu la couleur de l'herbe, t'as vu la forme de la taupinière, là, il y en a. Ah là, ils sont là, tu vas voir. » Hop, on gratte, il fait le trou, il prend sa cuillère, il dit « Alors, je lisse la galerie pour que quand la bête, elle va passer, elle ne voit pas que j'ai fait un trou, je mets mon piège comme ça, je rebouche. Tu vas voir, dans 2 minutes, il y en a un qui passe. » Crac, évidemment, au bout de 2 minutes, il y en a un qui passe, il relève, il dit « Ah oui, tu vois, ça, c'est une femelle, elle est pleine. Bon, ça veut dire que j'ai zigouillé 70 campagnols potentiels, super. » Donc ça, c'est vraiment le trappeur, voyez. Vous avez l'autre qui dit « Non, mais moi, le campagnol, je m'en fous, la taupe, je m'en fous. Mon problème, je ne veux pas de terre. Je ne veux pas de terre parce que je fais du fromage, et donc il ne me faut pas de terre. Mais alors, trouve-moi une solution pour qu'il n'y ait pas de terre, peu importe, ce n'est pas mon problème. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, le campagnol, c'est une population, il faut la réguler. » C'est un peu comme la pluie, quoi. On gère la croissance de l'herbe avec la pluviométrie, il n'y en a pas assez, on irrigue, là il y en a trop, on en enlève. Ok, je fais confiance, je discute avec les techniciens spécialisés, puis on trouve la solution. Moi, mon indicateur, c'est le seuil de population. J'en veux pas plus de 100 à l'hectare, parce que, ou 200, et puis je mets les moyens pour y arriver. Vous voyez, c'est 3 attitudes totalement différentes qui vont conduire à des méthodes totalement différentes. Voilà, d'autres argumentaires, ça on l'avait fait dans le cadre d'un programme éco-phyto. Pourquoi on utilise des produits chimiques ou pas
Et c'est assez intéressant de voir, selon la façon dont on pense le problème, on va mobiliser les actions différemment. Donc on peut le penser comme une maladie, on peut le considérer comme un intrus, on peut le considérer comme un perturbateur du système, un symptôme d'un problème plus vaste, un facteur parmi d'autres. Et voilà, et derrière, on pense qu'on ne peut rien faire, on pense que ça ne marche pas, voilà, on a des argumentaires idéologiques. Tout ça, c'est des éléments pour mieux comprendre en fait les gens. Alors, quels enseignements pour l'action? Je vais essayer d'aller vite, mais je pense que c'est vraiment important pour vous, parce que c'est valide pour plein d'autres choses. Il faut sortir de la polémique, c'est passer de la polémique à la controverse. Vous savez, la polémique, c'est « t'es qu'un con parce que je ne suis pas d'accord avec toi ». La controverse, c'est « je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais t'expliquer pourquoi ». Et donc, c'est ça. Donc, principe de base, passer à la controverse. Le campagnol, il diminue la production d'herbe, il faut le gérer comme un concurrent. Il fait des taupinières, il faut le gérer comme la taupe. Il y a d'autres espèces qui produisent les mêmes phénomènes, c'est le sanglier, mais elles ne pullulent pas. Donc ça veut dire que c'est d'abord un problème de concurrence avec l'herbe, on va s'occuper de l'herbe. Et puis c'est aussi une question politique, parce que ça renvoie à des questions de faune sauvage, ça renvoie à des stratégies collectives, ça renvoie à des soutiens collectifs, donc ça renvoie aux professionnels agricoles, aux élus, et ça renvoie à un modèle de développement. C'est en gros, ok le campagnol, il faut trouver des solutions, mais il faut trouver des solutions pour qui et pour quelle agriculture, pour quel produit. D'accord ? Elle est difficile à saisir parce que, je vous l'ai dit, le campagnol est une espèce fouisseuse, donc 90% du temps on ne le voit pas. Quand on le voit, c'est trop tard. C'est une espèce pullulante qui suit un cycle. Donc derrière la pullulation, il y a ce côté un peu anxiogène. Quand on voit les indices et qu'on en subit les effets, c'est trop tard. Quand on pourrait agir, on a autre chose à faire. Et puis c'est très rapide, donc voilà, c'est difficile, donc il faut vraiment renouer le dialogue. Et puis il y a quand même des lacunes, on n'a pas toutes les solutions. Donc quand je vous disais que le collectif nous a beaucoup aidés, en fait, ils ont tellement tapé du poing sur la table qu'on a pu mobiliser des financements sur des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, mais vraiment des recherches fondamentales. Donc si on fait une analyse force-faiblesse du campagnol, faire de l'analyse stratégique, vous aviez un cours de gestion, donc vous devez savoir ce que c'est. Donc on a pris le campagnol, c'est quoi ses atouts, c'est quoi ses handicaps. Donc, vous voyez, et ça nous permet de comprendre la logique de la lutte. C'est un herbivore, il bouffe de l'herbe, donc produisons moins d'herbe et on aura moins de campagnol. Mais ce n'est pas facile à faire. Il est prolifique, est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur la fertilité? Et là, on vient de démarrer un programme avec la fac de médecine pour étudier la possibilité d'une vaccination immunocontraceptive, avec tous les dangers et tous les risques qu'il y a. Mais il y avait une telle pression pour que l'étude se fasse qu'on l'a fait quand même. Moi, j'y crois pas trop, mais au moins, on démarre là-dessus. Ça va nous permettre de séquencer le génome du campagnol, ce qui est quand même assez intéressant. Ça va nous permettre d'avoir vraiment des informations très, très riches sur le campagnol. Deuxième chose, c'est une espèce territoriale. Elle marque son territoire. Ce qui a été montré pour d'autres espèces, c'est que les odeurs jouaient un rôle sur le blocage ou la stimulation de la reproduction. Donc l'idée qu'on a, c'est de travailler sur les phéromones et voir si par l'utilisation de phéromones, on ne pouvait pas bloquer la reproduction. Comme c'est une espèce qui est très prolifique, si vous bloquez la reproduction par des odeurs, vous pouvez très vite faire baisser les populations, et puis comme c'est très spécifique, c'est envisageable. Mais bon, recherche fondamentale, on est dans la preuve de concept. Comme c'est une espèce sociale et méfiante, vous ne pouvez pas utiliser des produits toxiques immédiats, parce qu'ils envoient les jeunes goûter, puis si le jeune il claque tout de suite, il ne mange plus rien. Et donc il faut trouver des produits toxiques à effet retard, comme la bromadiolone, mais la bromadiolone est très embêtante parce qu'elle s'accumule dans le foie, et donc on a un problème d'écotoxicologie, de toxicité secondaire sur les prédateurs. En gros, un prédateur, un renard, il bouffe 5 campagnols empoisonnés, il est mort. Donc c'est vraiment très très embêtant. Donc il y a tout un travail chez nos collègues de Lyon sur trouver des molécules qui sont toxiques pour le campagnol, mais qui ne s'accumulent pas dans le foie et qui n'ont pas d'impact du coup de toxicité secondaire, et pour lequel il y a un antidote, qui est l'anticoagulant, parce que l'antidote de l'anticoagulant, c'est la vitamine K, et que comme il y a 5 jours à peu près de délai, s'il y a un empoisonnement intempestif, on peut arriver à sauver des vies. Et puis le dernier point, mais là on a réussi à empêcher ça, mais c'était la lutte biologique. Par contre, on a développé un programme sur le suivi des populations à court terme, et pour essayer de voir s'il n'y a pas une corrélation entre les chutes de population en fin de pic et des cortèges pathogènes. Donc les collègues de Franche-Comté ont une thèse qui se termine là-dessus, et nous on va continuer là-dessus. D'accord ? Et donc vous voyez en fait
on a 3 niveaux d'échelle qui correspondent à 3 niveaux d'intervention. À ce niveau-là, c'est plutôt expérimenté, à l'échelle de la parcelle et de petits territoires. On est dans des jeux d'expérimentation. On a mis en place sur les 2 départements des plans, des programmes d'innovation environnementale avec des agriculteurs pour justement développer des méthodes. Et puis à l'échelle vraiment des massifs, là on est plutôt sur des recherches fondamentales. Ok ? Bon, je vais passer très vite parce que ça renvoie à une autre façon de penser le conseil, mais ça je vous en ai déjà parlé. Il faut vraiment changer de posture. Face à des questions comme ça complexes, on ne peut plus être le conseiller qui arrive et qui dit « vous avez un problème, je suis l'expert, j'ai les diagnostics, voilà la solution ». C'est vraiment de dire « on fait le diagnostic ensemble et on construit les solutions ensemble en combinant des aspects écologiques, économiques, techniques et sociaux ». D'accord ? Donc vous voyez que c'est un exemple qui est intéressant parce que les connaissances scientifiques et le savoir empirique ne sont pas construits de la même façon entre les chercheurs et les éleveurs. Et les éleveurs pourraient vraiment tirer mieux parti des connaissances scientifiques. Mais pour ça, ça passe d'abord par des observations régulières pour savoir où on en est. Ça passe par des expérimentations contrôlées pour tester l'efficacité et pour pouvoir dire on a une forte probabilité que ça va marcher. Et ça passe par un dialogue avec les chercheurs et les agriculteurs et les techniciens pour penser les choses différemment. Et vous voyez que derrière, il y a vraiment un projet, il y a vraiment une dimension politique au sens noble du terme, qui est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, comme agriculture et comme rapport à l'environnement. Parce que si vous voulez, quand on a vu ça, panneau de 4x3, hein, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, ça fait un peu mal quand vous travaillez sur le sujet depuis 30 ans, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quand même ? C'est que, comment ça peut marcher ça ? Ça peut marcher si nous, chercheurs, on se remet en cause. C'est vraiment la clé de base. On est obligé de se remettre en cause parce que nos vérités sont des vérités qui sont aussi relatives. Mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Et donc, c'est ce que je vous disais, passer de la polémique à la controverse. Et il faut amener les acteurs à accepter les résultats, ça veut dire construire les protocoles de recherche avec eux, pour qu'ils puissent dire, pour qu'ils ne disent plus « c'est pas vrai, ce que vous nous dites, c'est pas vrai, on s'en fout que ça soit publié dans une bonne revue, on ne sait même pas ce que ça veut dire une bonne revue. Nous, quand on voit les trucs, ça dit le contraire de ce que vous nous dites, vous avez tort. » Donc, il faut arriver à construire avec eux les moyens, les programmes qui font que les éleveurs diront « ah oui, ça dit le contraire de ce que je pensais, mais ça me... ah ouais, ah ben alors ça, j'y croyais pas, je ne pensais pas que c'était ça. » Voilà. Ça, c'est vraiment indispensable. Ça nécessite de passer par des instances de concertation et de dialogue où il y a des chercheurs, des élus, des techniciens, des agriculteurs. C'est ce qu'on a commencé à faire avec des commissions départementales. Et puis, ça passe aussi par des gens sur le terrain. C'est indispensable d'avoir des gens qui font des suivis de population de campagne au lait de taupe, qui évaluent les actions et qui sont au contact des agriculteurs pour empêcher les idées toutes faites, les lieux communs, les trucs manipulés par des gens malsains de diffuser, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est très très dur de lutter. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée. Donc, voilà, je passe sur la posture de terrain. Je voudrais conclure sur le fait qu'un des facteurs clés, c'est d'être capable de décrire le phénomène. Et pour décrire le phénomène, il faut l'observer et le surveiller. Jusqu'à présent, on avait un système de surveillance, mais qui était essentiellement orienté vers de la surveillance pour autoriser ou pour interdire la lutte chimique. Et aujourd'hui, on est en train de complètement le revoir en emboîtant les échelles, c'est-à-dire qu'on a maintenant des observations à l'échelle de parcelles témoins, des échelles à l'échelle d'exploitation agricole témoins, des échelles à l'échelle de micro-territoires où on fait de l'observation avec l'échantillonnage. On a développé des applications pour que ça aille mieux. Et après, à l'échelle du département et à l'échelle de la région, on analyse ces données pour pouvoir faire des programmes de lutte. Et on utilise des nouvelles technologies, donc on fait de la prospection et, avec une application sur le téléphone portable, ce qui fait que les techniciens qui passaient 3/4 du temps à remplir des papiers et à les saisir sur un ordinateur, maintenant ils ont une appli sur le téléphone, ils vont sur le terrain, ils font une observation, ils topent la valeur, ils cliquent, pop, ça tombe directement sur notre base de données et on peut en temps réel générer des densités, générer des alertes, envoyer des messages d'alerte au président de groupement de défense, et donc on a des choses un peu plus réactives. Et puis on est en train de développer des méthodes par drone pour identifier les indices de pullulation et faire de la cartographie automatique et le corréler avec des images satellites de Sentinel. Vous savez, Sentinel, c'est le programme européen qui donne des images satellites avec une rotation tous les 5 jours. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir détecter les chutes de NDVI, d'indices de production d'herbe,
dès le printemps pour faire la part entre des sécheresses et le cumul sécheresse-campagnole, pour pouvoir dire à la fois aux agriculteurs, attention là, au mois de mai, on a vu un décrochage des indices de végétation, vous allez avoir des problèmes de fourrage, il faut l'intégrer, et dire au pouvoir public, attention, là il y a un truc qui est en train de se passer, il risque d'y avoir des gros problèmes, il faut commencer à budgétiser des enveloppes pour acheter du fourrage, il faut aller sur le terrain, il faut aller plus loin. Et c'est vraiment une révolution parce que ça renvoie à des choses concrètes et ça nous évacue toute la dimension politico-syndicale extrêmement pénible. Voilà. Donc on a d'un côté des observations, des synthèses, et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a démarré comme ça, et voilà ce qu'on espère. Voilà, merci.